Madame la procureure de la Cour pénale internationale. Je tiens à rappeler à votre bienveillance, que même un acte seul, s'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, peut être considéré comme un crime contre l'humanité. Attendu qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre, c'est un principe qui est rappelé par l'article 121-3 alinéa 1 du Code pénal français. Rappelant que la complicité de l'État qui est une personne morale de droit public pourrait se définir comme l'acquiescement ou la passivité, l'acquiescement, dans le domaine du droit, et l'adhésion expresse ou tacite à une situation anormale, un silence avec absence d'action positive pouvant équivaloir à un consentement. Au sujet de l'attaque systématique, ce qu'il en ressort d'après les diverses interprétations. Les éléments de l'attaque systématique. Attendu que la privation de liberté consiste dans l'incapacité pour une personne handicapée d'avoir des liens réguliers avec sa famille sur la base de l'égalité avec les autres. La détention en institution place donc l'individu dans une situation qui l'empêche d'avoir des relations avec son entourage habituel. De par ce fait, l'État français exhorte à la tolérance de l'intolérance. Attendu que ceci concerne toutes les personnes handicapées injustement privées de liberté en raison de leur infirmité constituant une violation des normes internationales ratifiées par la France. Attendu que le Conseil des droits de l'homme a estimé que, le placement forcé en institution, qui est une forme de privation de liberté justifiée par l'existence d'une infirmité, constitue une violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et doit impérativement cesser en date du 12 décembre 2014 /HRC/28/37. Attendu que le fait d'accomplir un acte prescrit ou autorisé par la loi ou les règlements ou un acte commandé par l'autorité légitime ne constitue pas un fait exonérant l'auteur ou le complice de crimes contre l'humanité de leur responsabilité pénale. Cependant, il peut être tenu compte de cette circonstance pour déterminer la peine. Attendu que le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de public ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente, est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende, article 432-5 du Code pénal. Attendu que la ségrégation, qui au sens fort désigne une politique de mise à l'écart d'une population formant un sous-groupe, ici une catégorie de personnes handicapées, que la législation déporte dans un ou des quartiers d'une ville ou un autre pays, ségrégation spatiale, et qui subissent en outre des discriminations de nature politique, juridique ou économique pour refus de prise en charge dans l'Hexagone, ségrégation sociale. Rappelons que plus de 500 personnes handicapées victimes de ségrégation par la force des choses et leur déportation en Belgique, suite à l'échec patent de la France pour leur assurer une prise en charge honorable dans l'Hexagone. Qu'est-ce un crime contre l'humanité ? Il désigne une violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux. Jean-Philippe Feldman, Crime contre l'humanité, in dictionnaire de la culture juridique, dire. Denis Ahand et Stéphane Rial, et.puf, 2003. Le crime contre l'humanité devenait un crime international de droit commun par lequel un État se rendait coupable d'atteinte à la liberté, au droit et à la vie d'une personne ou d'un groupe de personnes innocentes de toute infraction au droit commun ou, en cas d'infraction, frappé d'une peine supérieure à celle prévue par la loi. L'État criminel. Les génocides au XXe siècle. Yves Ternon. Édition Seuil. 1995. Dans la définition du crime contre l'humanité, l'exigence d'un contexte de conflit armé a complètement disparu lors de l'adoption du statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda, article 3, et du statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale, article 7. Un crime contre l'humanité peut donc être commis en temps de guerre comme en période de paix. Par ailleurs, les statuts du T.P.I.R et de la C.P.I ont introduit un nouvel élément, déjà mentionné dans la jurisprudence du T.P.I. et dans d'autres documents, afin que les actes susmentionnés puissent constituer des crimes contre l'humanité,
Ils doivent être commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, ce qui exclut les actes isolés ou fortuits. Cependant, un acte seul, s'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique, peut être considéré comme un crime contre l'humanité. L'essentiel est que l'auteur du crime soit conscient de ce contexte d'attaque généralisée et systématique contre une population civile dans lequel il commet l'acte. Les éléments constitutifs de Simpson. Au terme du statut de Rome de la Cour pénale internationale. La Cour pénale internationale est conçue pour compléter les systèmes judiciaires nationaux, elle ne peut exercer sa compétence que lorsque les juridictions nationales n'ont pas la volonté, pour juger de tels crimes. L'initiative en matière d'enquête et de jugement de ces crimes est donc laissée aux États. On dit que c'est une cour occidentale, défendant le droit des puissants. Article 17. Questions relatives à la recevabilité. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère l'existence, eu égard aux garanties judiciaires reconnues par le droit international, de l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes. La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la compétence de la Cour visée à l'article 5. La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée. La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais d'une manière qui, dans les circonstances, dément l'intention de traduire en justice la personne concernée. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État n'est pas en mesure, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure. D'après les standards internationaux en la matière, il est en effet nécessaire de garantir certains droits tels que le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif ou encore le droit à la protection judiciaire et que ... Ces droits sont notamment reconnus par les principaux textes internationaux de protection des droits de l'homme tels que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, p.i.d.c.p., la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, c.e.s.d.h., ainsi que la Convention américaine des droits de l'homme, CAD. Le 3 mars 2004, le président Joseph Kabila saisissait le procureur de la Cour pénale internationale, c.p.i, le priant d'enquêter sur les crimes commis en R.D.C. Cela marque une nouvelle étape vers la répression effective des auteurs des crimes les plus graves. C'est l'affirmation du respect du droit de toutes les victimes à un recours effectif. C'est aussi un signe de la capacité de la Cour à entrer en action en dépit des résistances de certains États. Article 25. Responsabilité pénale individuelle. L'article 25 du Statut de Rome prévoit que la C.P.I a compétence sur les personnes qui commettent, tentent de commettre, sollicitent, ordonnent ou encouragent d'autres personnes à commettre des crimes qui relèvent de la compétence de la CPI. L'élément psychologique est déterminant pour établir la responsabilité d'un auteur présumé dans la commission d'un crime international. C'est dans ce sens que l'article 30 dit que, sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec intention et connaissance. Au sujet de l'intention criminelle, tout d'abord, selon l'article 121.3 du Code pénal, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Dans cette hypothèse, l'intention est la composante nécessaire de l'infraction. Ainsi, l'acte matériel ne suffit pas à lui-même pour constituer l'infraction. Par conséquent, l'intention criminelle est réalisée lorsque l'auteur d'une infraction a voulu le résultat qu'il connaît comme illicite. Le paragraphe 1b de l'article 14 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est sans équivoque à cet égard. En aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté. Cela manifeste une certaine hostilité de nos magistrats pour des valeurs protégées par des règles fondamentales du droit international. Article 27, défaut de pertinence de la qualité officielle. Le présent statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle.
En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement, de membre d'un gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa compétence à l'égard de cette personne. Juridiquement fondamentale pour l'efficacité de la justice pénale internationale, la question de la non-pertinence de la qualité officielle devant la Cour pénale internationale n'a toutefois pas retenu très longtemps l'attention des rédacteurs du Statut de Rome. Ainsi, dès le mois de mai 1996, le comité préparatoire concluait-il que compte tenu des précédents des autres tribunaux, Nuremberg, Tokyo, Yougoslavie, Rwanda, les délégations étaient favorables à l'idée d'exclure du statut toute possibilité d'invoquer la qualité officielle de chef d'État ou de gouvernement ou de haut fonctionnaire d'un gouvernement, cette qualité ne devant pas exonérer un accusé de sa responsabilité pénale. Cette notion de qualité officielle permet de distinguer celui qui peut légalement représenter l'autorité publique de celui qui agit en qualité purement privée ou qui n'agit pas pour le compte de l'État. Elle a pour corollaire l'imputation des actes officiels de cet individu à l'État dont il est l'organe, et à l'État seul. Cet État fait donc généralement écran à toute mise en œuvre de la responsabilité de l'individu organe. En ce sens, après la cessation de ses fonctions, l'individu ne peut non plus voir sa responsabilité engagée pour de tels actes, puisqu'ils ne lui sont pas directement imputables. Au regard de la construction d'une juridiction pénale internationale permanente, maintenir une telle exception à la mise en œuvre de la responsabilité individuelle, reviendrait à lui renier toute effectivité, en protégeant les plus hauts responsables des crimes de droit international. C'est en ce sens que le premier alinéa de l'article 27 du Statut de Rome pose comme principe que le statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle, et ainsi, que la qualité officielle ne peut être reconnue comme motif d'exonération de la responsabilité pénale ou de diminution de la peine pour les crimes reconnus par le statut. Le second alinéa précise qu'aucune immunité, ni aucun privilège de juridiction, ne peut empêcher la Cour d'exercer sa compétence à l'égard d'une personne, que cette immunité soit reconnue au niveau international ou au niveau interne. Il existe en fait trois niveaux d'attribution des immunités. Le premier est le niveau interne. Il correspond à la question de l'immunité d'un national devant les juridictions nationales. Cette question est traditionnellement réglée par le droit constitutionnel propre à chaque État. Le second niveau est celui des relations bilatérales, ou niveau bilatéral, correspondant à la question de l'immunité d'un étranger devant les juridictions nationales. Ce niveau est réglé soit par des accords bilatéraux, soit par des accords multilatéraux tels que la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, 1961, soit par la coutume internationale. Le troisième et dernier niveau est le niveau international, à savoir la question de l'immunité d'un individu devant une juridiction internationale. À côté de l'imputabilité réglée par le premier alinéa, ce deuxième alinéa de l'article 27 touche à la question de l'immunité dite ration personne, qui fait interdiction au juge d'user de son pouvoir dès lors qu'une personne immune est défendeur devant lui. Elle est attachée à son bénéficiaire en tant que titulaire de la fonction protégée, telle par exemple la fonction de diplomate ou de chef d'État, et prend fin avec la cessation par la personne de ses fonctions. Le fait de saisir les autorités françaises c'est s'opposer à cette politique d'hégémonie idéologique. Constituent des crimes imprescriptibles contre l'humanité les actes inhumains et les persécutions qui, au nom d'un État pratiquant une politique d'hégémonie idéologique, ont été commis de façon systématique, non seulement contre les personnes en raison de leur appartenance à une collectivité raciale ou religieuse, mais aussi contre les adversaires de cette politique, quelle que soit la forme de leur opposition. À noter l'exécution de ces engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate. Le président de la République prend les mesures exigées par ces circonstances. Article 16 de la Constitution en vigueur. Demande de grâce présidentielle comme adversaire et par opposition à cette politique d'hégémonie idéologique.
Ce n'est pas anticonstitutionnel qu'un président de la République accorde une grâce pour une privation de liberté physique. Ce qui est anticonstitutionnel, c'est qu'il ne fasse rien à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, en étant informé d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir volontairement soit d'y mettre fin s'il en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité compétente. Article 432-5 du Code pénal. Le président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel, article 17 de la Constitution, version en vigueur. Nul ne peut être arbitrairement détenu. L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi, article 66 de la Constitution, version en vigueur. Et que l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 édicte. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution. Il faut donc que ce système incompatible aux institutions d'une société démocratique, cesse. Message initial référence.virgule.p.d.r.b.c.p/b.c.b.b.b.b.b.d.0.93356. Présidence de la République. Monsieur le Président de la République. Étant donné que vous pouvez user de cette prérogative, le Président de la République a le droit de faire grâce à titre individuel. Article 17 de la Constitution, version en vigueur. Rappelant que le Haut Commissariat aux droits de l'homme s'est prononcé sur le placement forcé en institution, qui est une forme de privation de liberté justifiée par l'existence d'une infirmité, constitue une violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et doit impérativement cesser. Ayant conscience que les personnes handicapées sont désignées comme formant la plus grande minorité du monde, le fait qu'une personne handicapée soit déportée même si la forme prise par sa dénonciation ne plaît pas, représente un bannissement d'une personne civile vulnérable. La déportation politique, ou exil, en l'espèce que la France ne veut pas la prendre en charge dans l'Hexagone, en est la forme la plus arbitraire. Rappelant que l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dispose, « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé ». Pour ces motifs, je vous demande de vous prononcer au titre de l'article 17 de la Constitution pour que mon fils Eddy Thériault, né le 21 janvier 1994, qui est placé de façon arbitraire dans une institution en Belgique, soit rapatrié en France. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de ma considération distinguée. Monsieur Thériault Bruinhaut. Mon fils Thériault Eddy, né le 21 janvier 1994, a été placé en Belgique en juillet 2010 par un juge des enfants de l'État français au Prodigy de Créteil, 94 000, donc il y a bien été déporté par un autre moyen coercitif en raison de son handicap, et il est maintenu arbitrairement par une juge des tutelles de l'État français auprès du tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 08000. Crime contre l'humanité pour discrimination politico-judiciaire. Au nom de l'État français en qualité de magistrat, idéalisant une politique d'hégémonie de la puissance judiciaire sur la personne vulnérable qui a priori n'est ni un assassin, ni un criminel, qui n'a commis ni crime, ni délit. Rappelant que la privation de liberté consiste dans l'incapacité pour une personne handicapée d'avoir des liens réguliers avec sa famille sur la base de l'égalité avec les autres. La détention en institution place donc l'individu dans une situation qui l'empêche d'avoir des relations avec son entourage habituel. De par ce fait, l'État français exhorte à la tolérance de l'intolérance. Attendu que plus de 500 personnes handicapées victimes de ségrégation par la force des choses et leur déportation en Belgique, suite à l'échec patent de la France pour leur assurer une prise en charge honorable dans l'Hexagone. Article 7.1 emprisonnement ou autre forme de privation grave des libertés physiques. Élément de la commission de crime. 1. L'auteur a emprisonné une ou plusieurs personnes ou autrement soumis la dite ou lesdites personnes à une privation grave de leur liberté physique. Privation de liberté sur la base d'une infirmité. Le paragraphe 1b, de l'article 14 de la Convention est sans équivoque à cet égard. En aucun cas l'existence d'un handicap ne justifie une privation de liberté. 2.
La gravité du comportement était telle qu'il constituait une violation de règles fondamentales du droit international. Violation de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. 3. L'auteur avait connaissance des circonstances de fait établissant la gravité de son comportement. Inertie du gouvernement face à des atteintes aux libertés individuelles. 4. Le comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile. Déportation politique ou exil, cette directive veut surtout cacher l'échec patent de la France pour assurer à des personnes handicapées une prise en charge dans l'Hexagone. 5. L'auteur savait que ce comportement faisait partie d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ou entendait qu'il en fasse partie. Au sens fort, la ségrégation est une politique de mise à l'écart d'une population formant un sous-groupe, ici les personnes vulnérables, que la législation déporte dans un ou des quartiers d'une ville ou un autre pays, ségrégation spatiale, et qui subissent en outre des discriminations de nature politique, juridique ou économique pour refus de prise en charge dans l'Hexagone, ségrégation sociale. Nous vous prions d'agréer, Madame la procureure, à l'expression de notre considération distinguée. Messieurs Thériault, Jeremy et Bruin-O.